Depuis plus de 6 décennies, Sheila a enchanté des millions de personnes par sa voix, sa résilience et sa capacité à se réinventer au fil du temps. D'un modeste stand de marché à Créteil, au sein les plus prestigieuses tunes de France, et d'ailleurs, elle a vécu une vie que beaucoup enviaient, mais que peu comprenaient vraiment. Derrière la gloire étincelante, se cachait une histoire marquée par des chagrins inimaginables, des trahisons et des combats personnels menés loin des projecteurs. Aujourd'hui, à 79 ans, Sheila se confie enfin, révélant des vérités qui stupéfient même ses fans les plus fidèles. Face aux projecteurs, d'une fille de marché à une sensation pop. Le parcours de Sheila a commencé dans la modeste ville de Créteil, au sud-est de Paris, où elle était née sous le nom d'Annie Chancel, le 16 août 1945. Elle a vu le jour dans une France encore marquée par les épreuves de la guerre, au sein d'une famille modeste mais riche de valeurs solides. Son père, André Chancel, était un marchand de confiserie qui sillonnait les marchés de la banlieue parisienne, tandis que sa mère, Micheline Gaultier, se consacrait à soutenir l'activité et à élever leur fille unique. Dès ses premiers souvenirs, l'univers d'Annie était rempli des couleurs vives, des parfums sucrés et des sons animés de la vie des marchés. Le fracas des étals montés à l'aube, les bavardages des clients et les effluves des douceurs composaient la toile de fond de son enfance. Les journées d'Annie se partageaient entre l'école et l'aide qu'elle apportait au stand familial, souvent sur des marchés comme ceux de Charenton et de Saint-Maur. Dès l'âge de 14 ans, elle accompagnait déjà ses parents dans leurs tournées, apprenant non seulement la valeur du travail, mais aussi l'art de tisser des liens avec les gens. Même dans ce cadre ordinaire, elle se faisait remarquer. Les clients étaient charmés par son don naturel pour le chant, qu'elle réapprovisionne les bonbons ou rende la monnaie. Annie fredonnait et chantait avec une telle constance que les habitués la surnommèrent affectueusement la radio. La musique n'était pas qu'un passe-temps, elle était ancrée au rythme même de sa vie quotidienne. Dès l'âge de 8 ans, la fascination d'Annie pour la mélodie prit une tournure plus structurée. Elle commença à étudier le piano et le solfège, faisant preuve d'une discipline précoce étonnante pour son jeune âge. Bien qu'elle ait un temps rêvé de devenir artiste de cirque ou écuyère, une passion nourrie par les saltimbanques croisées lors des foires, la musique s'imposa peu à peu comme sa véritable vocation. Encouragée par la joie que son chant procurait aux autres, elle s'entraîna assidûment, conciliance et leçons avec ses responsabilités domestiques et commerciales. Elle fréquenta l'école communale de la rue de Patex à Paris. Là, Annie était une élève appliquée, bien que plus passionnée par la musique et la scène que par les mathématiques ou la géographie. À l'adolescence, à la fin des années 1950, ses goûts musicaux s'élargirent. L'essor du rock'n'roll et la vague yayée française captivèrent de son imagination. Elle absorba les sons d'idoles américaines comme Elvis Presley et de stars françaises comme Johnny Hallyday, rêvant un jour de quitter les marchés pour monter sur scène. En 1960, à 15 ans, sa confiance croissante la poussa à intégrer des groupes de rock amateurs, dont un bref passage avec les Guitar Brothers. Bien que ses premières expériences fussent nettes locales et modestes, elles furent essentielles pour forger sa présence scénique. Elle se produisit lors de réunions de jeunesse, de fêtes communales et de kermesses, chaque prestation renforçant son expérience et sa détermination. Puis vint le jour décisif, le 14 septembre 1962. À 17 ans à peine, Annie passa une audition dans un ancien cinéma du 14e arrondissement de Paris grâce aux liens noués avec d'autres musiciens. Parmi le petit public se trouvait Claude Carrère, un producteur avisé qui perçut immédiatement le potentiel commercial, du charme juvénile et de la voix pure d'Annie. Séduit par ce qu'il entendit, Carrère agit sans tarder. Le lendemain même, autour d'un café dans un bistrot parisien, il convainquit les parents d'Annie de signer un contrat exclusif de 10 ans.
Pour Annie, la promesse d'un avenir musical semblait magique. Pour Carrer, c'était le début d'un projet savamment calculé. Rebaptisée Sheila, en référence au tube de Tommy Roe, la jeune chanteuse reçut une identité taillée pour séduire le grand public. Annie Chancel, la fille de marché, laissa place à Sheila. La douce écolière, à la blouse blanche et à la jupe à carreaux, les cheveux sagement noués en cohette. Cette image, apparemment candide et insouciante, dissimulait un régime strict de séances en studio, de répétitions et d'apparitions promotionnelles qui ne laissait que peu de place au repos ou au choix personnel. Le 13 novembre 1962, son premier single, Sheila sortit, mais ce fut l'hymne de 1963, L'école est finie, qui la propulsa au sommet. Le titre trouva un écho chez la jeunesse française, avide de modernité et de gaieté, et Sheila devint la voix d'une nouvelle génération. Pourtant, cette ascension fulgurante eut un prix. Dès 1964, Sheila ressentait déjà le poids de l'exploitation. Carrer, toujours focalisé sur les bénéfices, privilégiait les enregistrements aux prestations scéniques, confinant Sheila au studio pour maximiser la production. À seulement 18 ans, lors d'un concert à Rouen, le corps de Sheila s'édate. Elle s'effondra d'épuisement en plein spectacle, signe alarmant du rythme insoutenable imposé. Pesant à peine 45 kilos, elle fut transportée à l'hôpital, victime des exigences implacables qui laissaient peu de place au bien-être de la jeune femme derrière la star. Plus tard, Sheila décrivit cette période avec une douloureuse lucidité, se qualifiant de poule aux œufs d'or, plus considérée comme un produit que comme une artiste aux yeux de ceux qui dirigeaient à sa carrière. Braver les rumeurs, le combat qui l'a hanté pendant des décennies. Alors que la carrière de Sheila prenait son envol, une rumeur pernicieuse surgit et allait la tourmenter pendant près d'un demi-siècle. Tout commença en 1964, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Après s'être évanouie à cause d'une anémie, elle suivit un traitement hormonal qui modifia légèrement le timbre de sa voix. La presse, avide de sensationnalisme et alimentée par des murmures venus, dit-on, de son propre entourage professionnel, s'empara de ce changement. Bientôt, des journaux à scandale comme France Dimanche diffusèrent de l'affirmation que Sheila était en réalité un homme. Les dégâts furent rapides et impitoyables. Sheila, encore adolescente, devint la cible de moqueries et de soupçons. Elle se souvenait de l'horreur de s'enfermer chez elle, en larmes avec ses parents, se demandant comment affronter un monde qui semblait se complaire à la démolir. La pression publique ne s'apaisa pas, même après son mariage avec le chanteur Ringo en 1973 et la naissance de leur fils Ludovic 2 ans plus tard. Même cet heureux événement fut entaché d'accusations ignobles, selon lesquelles la grossesse aurait été simulée ou l'enfant adopté sous de faux prétextes. Au fil des années, Sheila fit tout pour se défendre. Des apparitions publiques avec son nouveau-né à sa détermination inébranlable dans sa carrière, elle tenta de faire taire les rumeurs et de retrouver sa dignité. Mais les blessures laissées par ses mensonges étaient profondes, et dans ces moments de réflexion, elle reconnaissait ses cicatrices indélébiles. Ce qui pouvait paraître une plaisanterie au départ m'a poursuivi pendant 40 ans. Confia-t-elle lors d'une interview télévisée, la voix chargée du poids de cette douleur longtemps enfouie. Survivre à une union sans amour, l'épreuve derrière le conte de fées. Le mariage de Sheila avec Ringo, né J. Bale le 11 mai 1947, fut présenté par les médias comme une histoire d'amour idéale. Une union glamour entre deux des pop stars les plus adorés de France dans les années 1970. La vérité, comme Sheila l'a avoué plus tard, était bien plus complexe et douloureuse. Le 13 février 1973, au sommet de leur célébrité, Sheila et Ringo se marièrent, lors d'une cérémonie civile qui devait être discrète et intime à la mairie du 13e arrondissement de Paris. Au départ,
Ils rêvaient d'un moment romantique, loin des regards curieux, mais leurs projets furent bouleversés lorsque le producteur de Sheila, Claude Carrère, divulgua les détails du mariage à la presse afin d'obtenir un maximum de publicité pour sa protégée. Le résultat fut chaotique. Près de 10 000 fans envahirent les abords de la mairie, envahissant la place, forçant les portes, transformant l'événement en quasi-émeute. À l'intérieur, les officiels dépassaient Pennette à maintenir l'ordre, tandis que la foule se pressait pour apercevoir le couple célèbre. Le maire fut contraint de supplier le silence, juste pour pouvoir célébrer le mariage. Sheila se souvint plus tard avec effroi de ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. « J'étais terrifié. J'ai cru que j'allais fondre en larmes d'un moment à l'autre. » La situation ne s'améliora pas lors de la cérémonie religieuse à l'église Notre-Dame de la Gare, où les fans débordèrent à nouveau l'espace, arrachant les fleurs de ses cheveux dans une frénésie incontrôlable. Ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie se transforma en un spectacle qui l'a laissé à bouleverser et désabusé. Dans les premiers mois du mariage, Sheila avoua avoir été séduite par l'apparence de Ringo. Grand, brun, au charme ténébreux, il correspondait à l'image de l'homme idéal qu'elle s'était imaginé à l'époque. Il correspondait à mon idéal masculin. Je prêtais plus attention au physique qu'à l'intellect, confia Sheila alors d'une interview, repensant avec une tendre amertume à la naïveté de sa jeunesse. Pourtant, au fil des mois et des années, il devint évident que leur relation manquait des bases émotionnelles profondes, nécessaires à un mariage durable. En 1975, lorsque Sheila donna naissance à leur unique enfant, Ludovic, les fissures du mariage étaient devenues impossibles à ignorer. Ce qui avait commencé par de petites irritations se transforma en un profond éloignement. Sheila révéla plus tard qu'elle avait découvert l'infidélité de Ringo durant sa grossesse, une trahison qui la laissa isolée à un moment où elle espérait construire une famille. Malgré la naissance de Ludovic, le 7 avril 1975, la relation était irréparable. L'arrivée de leur fils, au lieu de les rapprocher, ne fit que souligner combien il ne restait entre eux qu'une image publique vidée de substance. Sheila fit de son mieux pour offrir à Ludovic une vie normale, négociant un droit de visite et encourageant Ringo à s'impliquer dans sa vie. Mais Ringo, raconte-t-elle avec douleur et frustration, fit rarement cet effort. Ludovic vit son père seulement quelques fois au cours de sa courte vie, trop rarement pour se forger de véritables souvenirs de vacances, d'étapes partagées ou même de simples moments perfides. Sheila dut endosser seule la responsabilité de l'éducation, essayant d'être à la fois mère et père pour un garçon qui, aux yeux du public, appartenait à une famille de contes de fées qui n'avait jamais réellement existé. La séparation officielle eut lieu en 1979, lorsque Sheila et Ringo finalisèrent leur divorce. Il n'y eut pas de grand scandale public, aucun titre sensationnel au-delà de ce qui avait déjà rempli les colonnes des journaux au fil des années de leur éloignement. Pour Sheila, le divorce ne fut pas un moment d'amertume, mais plutôt une fermeture discrète. Elle en parla sans haine, déclarant simplement « Je n'ai jamais revu mon mari depuis 1979. Je n'ai ni colère ni agressivité. Je n'ai simplement plus rien à lui dire. » Pourtant, les conséquences émotionnelles demeuraient. Ludovic, déjà marqué par le poids du regard public et des rumeurs familiales, portait les cicatrices invisibles de l'absence de son père. Sheila parle souvent du mal causé par cet abandon, affirmant sans détour. Ringo est l'absent qui a causé beaucoup de tort à son fils. Elle regretta que Ludovic n'ait jamais eu l'occasion de confronter son père, de lui demander des comptes ou une réconciliation. Au lieu de cela, la distance resta béante, ajoutant une couche supplémentaire de chagrin à l'histoire familiale déjà complexe et douloureuse de Sheila. L'agonie d'une mère, perdre Ludovic, est affronter l'impensable.
Le 7 juillet 2017 marque le jour où le monde de Sheila a basculé à jamais. Une date gravée dans la douleur alors qu'elle affrontait la perte inimaginable de son unique enfant. Ce soir-là, son fils, Ludovic Chancel, s'est éteint à l'âge de 42 ans après une grave crise de santé liée à l'usage dangereux de substances nocives. Il avait été retrouvé inconscient à son domicile parisien 2 jours plus tôt et transporté en urgence à l'hôpital Georges Pompidou, où, malgré les efforts des équipes médicales, il ne reprit jamais connaissance. Sheila, impuissante, assista à la fin tragique du long combat de son fils bien-aimé. Les difficultés de Ludovic avaient recommencé en 2002, après la rupture douloureuse avec Rosa, une femme que Sheila appelait affectueusement une petite femme merveilleuse. Cette période marqua le début de longues années, durant lesquelles Ludovic, accablé par ses blessures personnelles et le poids des attentes publiques, s'égara dans des comportements destructeurs. Pendant 15 ans, Sheila déploya toutes ses forces pour le soutenir. Elle finança des programmes de rétablissement, lui offrit la sécurité de son foyer et tenta à maintes reprises de l'éloigner des mauvaises influences. Par moments, Ludovic semblait aller mieux, trouvant des instants de paix et de stabilité, mais le poids de ses tourments personnels restait difficile à surmonter. La nuit de sa disparition apporta non seulement le chagrin, mais aussi une révélation choquante. Plutôt que de lui porter secours ou d'appeler les urgences, une personne présente choisit de photographier Ludovic dans ses derniers instants. Un acte qui blessa profondément Sheila. La photo montrait son fils en détresse, alors qu'il avait avant tout besoin de compassion. Sheila décrivait l'angoisse de découvrir cette image. Il y a un homme à terre, et au lieu de l'aider, on prend une photo. Dans quel monde vit-on? Déterminée à protéger la dignité de son fils, Sheila engagea des actions en justice pour récupérer et détruire ce cliché, espérant préserver la mémoire de Ludovic d'une telle cruauté. Malgré toutes les épreuves, Sheila parle toujours de Ludovic avec un amour inconditionnel. Elle reconnut ses difficultés, mais célèbre aussi sa gentillesse, son charme et son imagination débordante. Il n'était qu'amour et intensité, confia-t-elle. C'était un être qui aspirait à la lumière, même si la vie le tirait parfois vers l'ombre. Après le décès de Ludovic, Sheila choisit de continuer à chanter. La musique devint sa bouée de sauvetage, un moyen de survivre à l'insoutenable. Certains critiques s'interrogèrent sur son retour rapide sur scène, mais Sheila s'expliqua simplement. S'arrêter aurait signifié céder au désespoir. Le chant l'aida à honorer la mémoire de Ludovic et à trouver la force de tenir debout. Si vous voulez que je meure, alors oui, on arrête tout. Mais si vous voulez que je vive, on ne s'arrête pas, dit-elle, des mots nés de la douleur d'une mère, mais aussi de sa volonté farouche de continuer. Aujourd'hui, Sheila trouve du réconfort dans la conviction que Ludovic reste proche en esprit. Sa dernière demeure est aux côtés de ses grands-parents à Louvciennes, dans l'emplacement que Sheila avait autrefois imaginé pour elle-même. C'est désormais là que repose son plus grand trésor, un fils qu'elle appelle encore la plus belle chose que j'ai eue dans ma vie. L'héritage d'une combattante, la vérité de Sheila, enfin révélée. Aujourd'hui, à la fin de la soixantaine, Sheila mène une vie qui équilibre solitude, passion artistique et réflexion apaisée. Loin de se retirer dans l'ombre, elle reste pleinement engagée dans son art et auprès de son public. Après plus de 60 ans sur scène, elle continue d'embrasser la musique comme une source de guérison et de lien. Son 28e album studio, À l'avenir, sorti en avril 2022, en est la preuve, une énergie créative intacte. Ce projet ne fut pas seulement un retour en studio, il fut un acte de résilience, mêlant des paroles introspectives à des sons vibrants, qui racontent à la fois son histoire et ses espoirs. Dans ses interviews, Sheila a décrit À l'avenir comme une œuvre à la fois de mémoire et de défi,
un hommage à tout ce qu'elle a traversé, et une promesse à elle-même et à ses soutiens que la peine ne définira pas ses derniers chapitres. La sortie de l'album a été suivie par un projet de tournée nationale 8.0, un titre choisi pour refléter le cap de son âge et son refus de ralentir. Même si le temps laisse ses marques, Sheila avance avec grâce, déterminée à partager sa voix tant qu'elle peut apporter du réconfort ou de la joie. La vie quotidienne de Sheila est désormais marquée par une simplicité assumée. Elle partage son temps entre son appartement parisien et des retraites paisibles à la campagne, où elle trouve la sérénité au milieu de la nature. Le jardinage est devenu une passion, un moyen de rester ancrée et en lien avec le monde d'une manière que la célébrité ne lui a jamais offerte. Elle évoque souvent le réconfort qu'elle trouve à soigner ses plantes, à les voir pousser et s'épanouir, un petit remède significatif face aux pertes endurées. Son cercle proche est réduit, mais Sheila accorde une immense valeur aux amitiés qui ont résisté au temps. Elle reste liée à des artistes comme Françoise Hardy, unis par un parcours commun de gloire et de combat personnel. Contrairement au tourbillon de ses jeunes années, accaparé par les studios et les sollicitations médiatiques, Sheila impose désormais son propre rythme. Elle choisit ses apparitions avec soin, privilégiant les projets qui ont du sens au feu de l'actualité. Ces dernières années, Sheila songe sérieusement à l'héritage qu'elle souhaite laisser au-delà de la musique. Elle a exprimé le souhait clair d'écrire ses mémoires, un projet qu'elle juge essentiel. Trop longtemps, d'autres ont façonné son récit, journalistes, anciens producteurs, voire des soi-disant amis. Aujourd'hui, elle veut que le dernier mot lui appartienne. Elle a laissé entendre que ce témoignage serait sans détour, un regard honnête sur les triomphes, les trahisons, les joies et les drames qui l'ont façonné. Personne ne peut raconter mon histoire à ma place, a-t-elle déclaré dans un moment de franchise. Et si les fans spéculent sur la parution de ce livre, Sheila, elle, dit ne pas être pressée. Elle souhaite l'écrire à son rythme, selon ses propres termes. Malgré les épreuves, Sheila continue de se consacrer à des causes qui lui tiennent à cœur. Après la perte de son fils, elle soutient discrètement des associations qui viennent en aide aux familles confrontées à des difficultés émotionnelles et comportementales, espérant que son expérience puisse aider à éviter des drames similaires. Elle le fait sans chercher la reconnaissance, portée par sa profonde compréhension de la solitude de ses combats. Surtout, Sheila reste profondément liée à son public. Elle reçoit encore des lettres de fans qui suivent de son parcours depuis des décennies, beaucoup la voyant comme un symbole de persévérance. Dans leurs mots, elle puise la force de continuer, de partager, de rester debout. Pour Sheila, la scène n'est plus un lieu de recherche d'applaudissements ou de récompenses. C'est un acte de survie, un sens donné à la vie, un hommage à ceux qu'elle a aimés et perdus. Quelle chanson de Sheila vous évoque les souvenirs les plus forts? Partagez-la en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres plongées au cœur des vies de figures extraordinaires.